Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, l'objectif est de réagir aux annonces qui ont été faites par le président de la République sur TF1 lundi soir à 20 h lors de son interview. Il a dit plusieurs choses intéressantes et nous allons creuser deux points. Le premier point, c'est sur cette déclaration que maintenant il s'agissait aussi et surtout de bâtir avec les Ukrainiens dans l'est du pays des éléments pour former leurs troupes, leurs bataillons et également pour réparer les véhicules, les canons. À l'est du pays, des éléments pour former leurs troupes, former les bataillons qui seront en charge de mener la contre-offensive et de résister, et de réparer les véhicules, les canons. Nous allons donc voir le concept de Green Zone et à quoi ça pourrait ressembler, et ça a déjà existé d'une certaine manière, faire des zones sécurisées par le passé. L'autre point, ça va être essayer de vous permettre de comprendre en quoi consiste vraiment la formation d'un pilote de chasse. Je suis sûr que vous avez entendu parler de toutes les durées. Je vais vous expliquer les grandes étapes de formation de manière à ce que vous maîtrisiez ce sujet. Allez, jingle. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Je suis là pour essayer de vous armer, vous donner les moyens nécessaires pour comprendre par vous-même la situation. Aujourd'hui, cet objectif est donc de vous expliquer concrètement dans quel cas, dans quel cadre, on peut se retrouver à avoir des zones de maintenance proches du front qui pourraient peut-être être armées par plus que juste des Ukrainiens. Et ensuite, derrière, les différentes étapes, les 6 grandes étapes de la formation d'un pilote de chasse avant son lâcher, j'ai envie de dire, opérationnel. Si vous voulez aller plus loin, on a Au-delà de l'Ukraine qui est disponible sur notre site web, débrief.org, où on fait des conférences, toutes ces choses-là, des séminaires, ou sinon directement sur Amazon, il arrive encore plus rapidement avec Amazon. Toujours est-il, le nerf de la guerre, c'est la logistique et la maintenance. Il va falloir pouvoir tenir dans la durée, et c'est là où les Américains, il faut être franc, ont dans le dernier siècle, montré leur supériorité et leurs énormes capacités logistiques. Ils sont très forts pour ça, et il faut retenir, grosso modo, que pour un combattant sur la ligne de front, vous avez une dizaine de personnels de soutien. Ça vous donne une idée de l'importance de cette logistique. Les Américains ont fait preuve d'énormément de retours d'expérience. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les packs de rations, dans la nourriture, ils mettaient des chaussettes parce qu'ils se sont rendus compte que les chaussettes, c'est le nerf de la guerre. On voit d'ailleurs des petits extraits dans Forrest Gump où ils leur disent l'importance de garder ses pieds au sec. Toujours est-il, ils sont très forts dans cette partie-là. Et vous vous doutez bien que si vous avez des chars, des canons César, des véhicules qui sont au combat, il va falloir les maintenir, tout comme votre voiture, surtout si les conditions météo sont complexes et surtout si vous les utilisez beaucoup. À partir de là, faire des centaines de kilomètres ou même sortir du pays, amener du matériel en Pologne, c'est d'une complexité énorme et ça vous coûte des ressources, ça va vous coûter de l'essence, ça va vous coûter du personnel, ça va vous faire perdre en efficience. Il faut donc pouvoir maintenir vos véhicules le plus proche du front possible, même si ça veut dire peut-être prendre le risque d'avoir certaines zones qui sont attaquées. Toujours est-il, serait-il possible ou envisageable d'avoir des centres d'entraînement ou des centres de maintenance dans l'est du pays, donc assez proche de la ligne de front, éventuellement sous menace de missiles adverses? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en Ukraine, à l'heure actuelle, tout le pays est sous menace de missiles adverses. Ce qu'il faut vraiment réussir à faire, c'est empêcher les Russes d'avoir l'information, d'avoir l'intelligence, comme on dit, on parle d'intelligence, de renseignement, d'avoir le renseignement pour savoir exactement où se trouve cette zone, ce qui est très compliqué, surtout s'ils ont des capacités de guerre électroniques, des capacités de détection. Donc à partir de ce moment-là, si vous partez du principe qu'il est probable, voire possible, que votre position soit connue, soit vous faites des centres qui bougent très régulièrement, qui sont complètement mobiles, qui vont bouger tous les 2 ou 3 jours, de manière à empêcher l'adversaire de prendre le temps et d'avoir le temps de lancer sa frappe coordonnée. Soit vous créez une multitude de faux centres. On a vu des systèmes gonflables qui représentent des matériels. Vous faites une multitude de faux centres et comme ça l'adversaire a du mal à savoir où sont les bons centres. On a vu également l'arrivée de certains systèmes de brouillage ou d'émissions de guerre électronique qui peuvent vous permettre de faire croire qu'il y a de l'activité qui n'existe pas en fait dans une zone grâce à de la déception.
Donc vous pouvez créer une cinquantaine de centres et là, probabilité pour que l'adversaire touche le bon est quand même très faible. Et l'autre possibilité également, eh bien, c'est d'augmenter les défenses sur votre vrai centre et d'essayer de créer pour une petite zone une bulle de protection hermétique. Comme vous le savez, avoir une bulle de protection pour tout un espace aérien, c'est impossible, mais pour une petite zone, ce n'est pas impossible. Et là, je vous propose de réétudier un petit peu l'exemple de la Green Zone de Bagdad. Vous avez peut-être vu le film en 2010 avec Matt Damon, Green Zone, mais la Green Zone, c'est quoi? C'était une zone sécurisée d'à peu près 10 km² qui a été créée en 2003 à cause du nombre d'attentats dans Bagdad après la Deuxième Guerre du Golfe, qui sécurisait toute la zone où il y avait le palais de Saddam Hussein, les maisons des hauts dignitaires, et grosso modo, eh bien dans cette zone-là, eh bien vous étiez en sécurité. Il y avait l'ambassade américaine et il y avait également une entreprise anglaise, Global Strategy Group, qui veillait à la sécurité de cette zone. Et il y a eu très très peu d'attentats dans cette zone-là, hautement sécurisée. Donc choisir un point et le défendre, le rendre hermétique, est quelque chose qui s'est fait dans ces guerres asymétriques. Elle a quand même été attaquée des fois par du mortier ou des choses comme ça. Donc se dire qu'on peut avoir 100% de protection par de la défense passive, c'est très compliqué. D'où l'importance, sûrement, de faire de la déception et d'avoir des fausses zones qui émettent également. Donc on s'attend à ça. D'un point de vue très concret, suite à l'annonce du président, on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des instructeurs et des mécaniciens, ce qui seront français, ce qui seront de l'OTAN. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est très étonnant que le président ait fait ce type de déclaration comme ça et qu'il n'ait pas donné plus d'informations, ou en tout cas que les journalistes n'aient pas voulu creuser plus, parce que je pense que de tout ce long de discours, c'était l'annonce la plus importante, celle qui avait la plus forte valeur ajoutée, et comme par hasard, c'était d'ailleurs la première qu'il a faite. À suivre du coup, pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Dès qu'on en sait plus, on en parle. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. L'objectif numéro 2 de cette vidéo, c'était de vous armer pour bien comprendre comment on forme un pilote. Eh bien, c'est très simple, c'est en 6 étapes. La première étape, c'est de la théorie. Vous commencez par de la formation militaire, soit une formation d'officier également, et ensuite une formation théorique aéronautique. Mécanique du vol, pourquoi est-ce qu'un avion vole, les moteurs, la météo, les réglementations un petit peu, la communication doivent être parfaitement maîtrisées. Vous en avez pour quelques semaines. Ensuite, vous allez pouvoir attaquer le vol initial. Le vol initial dans l'armée, c'est en gros l'équivalent d'un pilote privé. À peu près 45 heures, du vol à vue, le concept de comment est-ce qu'on décolle un avion, comment le pilote, grâce à des références externes, comment est-ce qu'on fait la navigation de base, comment on s'intègre sur un terrain, comment est-ce qu'on navigue d'un repère à un autre repère, comme sur la formation d'un pilote privé avec des petits avions qui ont quelques centaines de chevaux, 150 chevaux, 200 chevaux. Une fois que vous avez montré que vous pouvez piloter, que vous avez une bonne capacité d'apprentissage, on vous envoie vers une formation un peu plus avancée, où là, vous allez pouvoir faire l'équivalent en fait d'un CPL-IR, d'une formation de pilote professionnel, vol aux instruments et de nuit. En plus, vous allez faire également du vol en patrouille, de la formation, étagement, retrait, écartement, et également du vol tactique à basse altitude, apprendre à naviguer très bas, ce qui n'est pas nécessaire pour un pilote de ligne, mais ce qui est indispensable pour un pilote de chasse. Donc vous allez donc être challengé beaucoup plus loin, et c'est notamment la formation qui sert à repérer votre capacité à détecter le vol relatif, les vitesses relatives, ce qui est très important en combat aérien et ce qui permet de sélectionner les futurs chasseurs. Une fois que vous êtes sélectionné pour aller faire chasse, on vous envoie vers encore plus de formations. Vous allez faire des barriques, vous allez faire des choses comme ça, mais également du vol tactique à 2 aéronefs. Une fois que tout ça c'est fait, on vous envoie faire un avion généralement un peu plus puissant. Donc là, ça dépend des armées, toutes ces choses-là. Donc j'ai envie de dire, traditionnellement, la première étape, c'est du petit avion léger. Après, vous pouvez faire de la turbine. Ensuite, eh bien maintenant, là, vous allez arriver sur avion à réaction, anciennement l'Alpha Jet, le Hawk chez les Anglais, et vous allez donc apprendre à piloter un chasseur. Tout va aller 4 fois plus vite. Vous devez apprendre à le piloter par beau temps, par mauvais temps, ensuite en patrouille, et là, vous allez commencer tout ce qui est combat aérien, le dogfight, 1 contre 1, mais également tout ce qui est l'assaut avec des pop-up, vous attaquez des cibles, vous devez faire du tir, du bombardement, ce genre de choses. Vous apprenez vraiment votre métier de chasseur. À ce moment-là, vous êtes macaroné. Donc vous êtes officiellement pilote de chasse, même si en soi vous n'êtes pas bon à aller faire la guerre. Et on vous envoie dans une unité, dans une transformation sur votre nouveau vecteur, sur une nouvelle machine. Mirage 2000, Rafale, F-16. Et à partir de ce moment-là, on recommence. On recommence quoi? Cours au sol pour le vecteur, la machine. Ensuite du simulateur.
apprendre les procédures. Derrière, vous allez faire des vols de base, pilotage de l'avion, beau temps, mauvais temps, voltige, navigation et patrouille simple. Ensuite, derrière, on va vous faire des cours sur l'armement. C'est pas tout de savoir piloter l'avion. Maintenant, il faut savoir mettre en œuvre l'armement qui va avec. L'armement RR, l'armement air-sol, anti-surface. Une fois que vous connaissez toute la théorie et comment utiliser votre système d'armes, eh bien, vous allez pouvoir le faire au simulateur, puis en vrai. Et vous allez donc passer, si on peut dire, des unités de valeur sur le bombardement longue portée, le bombardement rapproché, qu'on appelle le close air support, l'RR en dogfight, à vue, l'RR en 2 contre 1, l'ACM, Air Combat Maneuvering, l'RR BVR, Beyond Visual Range, qui prend beaucoup de temps et qui intéresse énormément les Ukrainiens avec les missiles tir-et-oubli. C'est une autre philosophie. Comment fonctionner tout seul, comment fonctionner à 2, comment fonctionner à 4 dans ce type de vol, comment fonctionner sur des gros vols. Vous avez la sweep qui fait de l'RR et la strike qui fait de l'air-sol. Comment se coordonner entre des avions qui doivent nettoyer l'espace aérien et des avions qui doivent tirer des bombes ou appuyer des troupes au sol. Vous allez également apprendre l'air surface, si votre avion est vecteur. Et ensuite, derrière, vous aurez tout ce qui est qualification technique, jumelles de vision nocturne, pod laser pour pouvoir guider, illuminer vos bombes laser, pod de reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment toutes les unités de valeur qu'un pilote de chasse doit apprendre. Il peut ensuite passer dans ses qualifications opérationnelles. Quand il est jeune pilote de chasse en formation sur toutes ces unités de valeur, dans l'armée de l'air, on dit qu'il est PIM, pilote à instruction militaire. Dans l'aéronaval d'où je viens, on dit qu'il est équipier en entraînement. Ça dure à peu près 1 an avec la phase stagiaire. Ensuite, vous passez équipier opérationnel. Ça veut donc dire que vous pouvez accompagner un leader sous les ordres et la responsabilité de ce leader vers une mission de combat. Donc là, vous êtes tout de suite entre 3 et 5 ans de formation temps de paix. On peut réduire ça un petit peu temps de guerre, mais moins de 2 ans et demi, ça va quand même être compliqué. Il faut savoir c'est qu'à l'époque, Seconde Guerre mondiale, on en parlera dans la prochaine vidéo sur toute l'école de formation de l'OTAN, il mettait 5 à 6 mois. Ensuite, une fois que vous êtes équipier opérationnel, on va vous apprendre à prendre le lead, à gérer d'autres pilotes et également être instructeur. Vous serez donc sous-chef de patrouille, vous pouvez vous gérer gérer un avion et gérer une mission. Un pilote de chasse occidental, c'est un résolveur de problèmes, un problème solver. L'état-major nous donne une problématique, des moyens, on doit créer la tactique pour résoudre le problème. Ça, c'est à partir du niveau sous-chef de patrouille. Et après, chef de patrouille, vous pouvez leader 4 avions ou plus au combat avec des sous-chefs de patrouille et des équipiers opérationnels. Vous mettez, c'est un peu notre gros doctorat, 8 à 10 ans sur des avions omni-rôle pour atteindre ce stade. Donc ça, c'est la formation dite ab initio, de A à Z. Maintenant, dans le cas des Ukrainiens, les jeunes pilotes ou futurs pilotes vont devoir suivre tout ça. Néanmoins, ils ont des pilotes déjà avec de l'expérience. Typiquement, ceux qui font du Sukhoi, ceux qui font du MiG, ils ont déjà de l'expérience. Donc là, ils ne vont pas faire toute cette formation, théorie, vol initial, tronc commun, pré-spé chasse, la spécialisation chasse, la transformation sur le chasseur. Eux, ils vont directement arriver sur la transformation sur le chasseur. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, eh bien, il est probable qu'on les spécialise dans un seul type de mission. Vous avez fait du Sukhoi 27, on vous met par exemple sur F-16 et on ne vous forme qu'à l'RR. On ne veut pas que vous fassiez du bombardement, on laisse ça à vos camarades. Vous avez fait du Sukhoi 24, on vous met sur F-16, on ne vous forme qu'à l'air-sol. Ce qui permet de prendre une formation ab initio qui prend 3 ans à peu près et de ramener tout ça à 3 à 9 mois. Pourquoi 3 à 9 mois? Ça dépend en fait du niveau de standard que vous voulez pour votre personnel. Si vous voulez que les pilotes ukrainiens sur F-16 ils soient extrêmement bons, on va plutôt les mettre sur du 9 mois. Les armer un maximum pour qu'ils arrivent avec beaucoup d'expérience sur le vecteur et sur les tactiques pour tout de suite gagner les combats. Si vous voulez de suite les envoyer, ça va pouvoir aller plus vite, mais leur niveau de compétence et d'expérience sera plus bas et donc vous prenez plus de chances que ça se passe mal au combat. C'est donc à vous de décider où on met ce fameux standard qui est défini par une équation entre le temps de formation, les capacités opérationnelles, le coût de la formation et ce que vous voulez. Ça, c'est très important. En Occident, on met ce standard très haut. Pourquoi? On veut en permanence arriver au-dessus de l'adversaire. Après quasiment 1 an et demi de guerre en Ukraine, l'Occident et les Ukrainiens ont un bon retour d'expérience sur le niveau des pilotes russes, qui doit être assez hétéroclite à cause de l'attrition. Et donc, ils ont une bonne idée du niveau de standard qu'il faut donner à ces chasseurs sur un nouveau type d'avion pour qu'ils puissent arriver et prendre l'avantage à chaque fois. Maintenant, la guerre n'est pas une science exacte, il y aura forcément des pertes, il faudra apprendre de ces pertes, les débriefer et toujours définir le risque autorisé
pour les équipages, de manière à ce qu'ils mettent en place des tactiques en adéquation avec ce risque. Vous pouvez minimiser vos risques, vos pertes au combat en prenant très peu de risques, en étant très loin. Si vous dites ce qui est important, c'est la survie de mes aéronefs pour tenir dans la durée. Si vous voulez à tout prix, vous voyez que vous êtes à 2 doigts de perdre la guerre, vous voulez à tout prix contre-attaquer, vous pouvez autoriser vos équipages à prendre beaucoup plus de risques, ce qui peut avoir plus d'impact sur le champ de bataille, mais également ce qui risque d'avoir plus d'impact sur vos pertes. Donc le pilote de chasse doit résoudre un problème dans un cadre défini, avec des moyens donnés, tout en respectant, en étant aligné au niveau de risque autorisé pour sa patrouille, décidé par l'homme politique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Le gros sujet à suivre, c'est qu'est-ce que la France va aider à créer dans l'Est de l'Ukraine en attendant d'en savoir plus, parce que ça peut avoir un impact direct sur le sujet des pilotes. Pourquoi ? Parce que ça parle partout de la formation des pilotes, mais un pilote ne sert absolument à rien sans toute une armée de mécanos. L'armée de l'air et de l'espace, par exemple, c'est quasiment 45 000 personnes pour quelques centaines, grand maximum, de pilotes. Il faut beaucoup de mécaniciens derrière. Donc, vous n'arriverez vraiment à avoir une aviation sur des avions occidentaux qui fonctionne, qui soit opérationnel, qui ait une bonne disponibilité, avec une bonne probabilité de chance que ça se passe bien en vol, surtout si c'est des monomoteurs, que si vous avez d'excellents mécaniciens derrière. Et pour 1 heure de vol, souvent c'est 5 à 15 heures de maintenance. Donc ces mécaniciens, il faut les former. On parle partout de la formation des pilotes. Vous voyez bien que la transformation peut aller vite, mais quid de la transformation des mécaniciens? J'aurais du mal à croire quand même que des mécaniciens qu'avec seulement 3 mois de formation puissent entretenir, préparer à 100% des avions de chasse occidentaux. D'où la cohérence avec cette annonce faite par le président de la République et donc un gros dossier à suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Je crois que vous êtes moins de 10% à avoir mis la cloche. Vous êtes très peu en fait à recevoir nos notifications. N'hésitez pas à appuyer sur abonner, la cloche, et comme ça vous êtes au courant. Je crois que 80% des gens sur cette chaîne ne seront pas abonnés. Ça aide en fait l'algorithme à savoir que vous aimez notre contenu, ce qui nous aide à grossir, ce qui nous aide à avoir des super tournages derrière, tout simplement. Et on a plein d'idées de tournage, alors n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt en conférence, en formation. Il reste encore des créneaux jusqu'à cet été, team building, séminaire, toutes ces choses-là. Sinon, pour la rentrée, n'hésitez pas, ça commence déjà à remplir. Le mois de septembre, on a encore des disponibilités. Après, l'agenda est un peu plus compliqué, on en reparlera. Allez, fly safe.